is now all over the world. Paris, Saint-Germain. Pascal Madry, donc pour parler de cette nouvelle génération des centres commerciaux. La profession vous connaît bien, hein, Procos, bien évidemment, et puis l'Institut pour la ville et le commerce. Alors, peut-être nous faire une petite présentation. Hein, vous avez fait une présentation assez dynamique pour un peu nous rappeler en termes de volume, en termes de projet, en termes d'évolution, ce que vous voyez pour les centres commerciaux et ce qui vous intéresse pour les centres commerciaux de centre-ville et en quoi, effectivement, on est dans des nouvelles générations, notamment à travers les nouvelles techniques. Ça aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, Pascal. Alors, mon propos sera d'ailleurs plus large puisque je vais parler un petit peu des centres commerciaux et en fait beaucoup du commerce moderne et de ses mutations. Alors, préalable, je ne suis pas un usurpateur, je vais essayer de vous parler de choses sérieuses, en tout cas de vous en convaincre, Oui. et cela à partir de simplement 10 slides. Alors Allons-y, bravo. Nouvelle dynamique du commerce. Une idée simple, en fait, hein, nous sommes peut-être en train de connaître une révolution du mode de fonctionnement du commerce qui est l'égal de ce que l'on a connu dans les années 60 avec l'apparition du discount. Oui. C'est cela que Oui. dont j'aimerais vous convaincre. Alors, avec un petit préalable, vous avez là l'évolution du nombre de commerces depuis en fait 1850, depuis quasiment l'ouverture du premier grand magasin. Et vous voyez qu'à peu près depuis les années 30, eh bien, le nombre de commerces diminue. En fait, on a perdu la moitié de nos commerces depuis ces années-là, Oui. quand dans le même temps, la population française, elle, a augmenté de 40%. Donc c'est un effort de productivité fabuleux. Avec 2 fois moins de commerces, on satisfait les besoins de consommation d'une population qui a augmenté de 50%. Et dont les besoins de consommation, d'ailleurs, se sont aussi énormément considérablement diversifiés. étendus, bien sûr. Voilà. Un secteur donc, qui se concentre par son outil de travail avec ce nombre de boutiques qui diminue. Un secteur qui se concentre également en termes de capital. Maintenant, le commerce est de plus en plus l'affaire de groupes de distribution. C'est ce que vous voyez sur ce camembert à gauche, avec les succursalistes qui représentent quasiment la moitié de l'activité. Le commerce associé, donc les franchises, l'affiliation, etc., à peu près 40%. Et le commerçant indépendant isolé, dont on a parfois un peu la nostalgie, lui aujourd'hui, il ne pèse plus qu'à peu près 15% de l'activité. Il y a seulement 50 ans, c'était 80% du chiffre d'affaires du commerce. Donc vous voyez une véritable révolution commerciale. Et puis à droite, dernier camembert, où consommons-nous? Quels sont les lieux où nous dépensons nos budgets de consommation? Eh bien, nous consommons aujourd'hui essentiellement en périphérie. Et alors là, c'est massivement, évidemment, les centres commerciaux en périphérie, on est d'accord? Les centres commerciaux, les retail parks, mais beaucoup les retail parks, beaucoup aussi les grandes surfaces spécialisées, les Decathlon, les Confo, etc., etc. Donc 60%, les centres-villes, dans le meilleur des cas, un quart de nos dépenses, et le commerce de proximité, 13%. Bon, on verra avec Jean-Michel Silverstein, effectivement, comment s'inscrivent dans ces 25% les centres commerciaux, bien évidemment, aujourd'hui en France. Ils sont partout, les centres commerciaux, y compris sur la proximité. Donc vous voyez, un commerce là on est un peu dans la rétrospective, un commerce qui s'est modernisé à marche forcée, qui s'est terriblement concentré. Et alors, grâce à un moteur, le discount qui a permis à notre société d'accéder à des biens de consommation de masse à des prix bas, il faut pas l'oublier. Hein. Alors, et là, vous intégrez déjà le hard discount ou pas? Alors, quand je parle de discount, c'est vraiment la technique de vente, de grande distribution. Donc les grandes quantités, faible marge, pour ça on compresse les charges. Et on s'appuie également sur des réseaux qui vont permettre de réaliser des économies d'échelle sur l'ensemble de la filière, de grandes surfaces, etc. Mon propos, c'est de dire que ce modèle qui a été extrêmement vertueux, en tout cas pour ceux qui ont adopté cette technique de vente, aujourd'hui s'épuise et pour différentes raisons. D'abord, quand on regarde le coût des matières premières, il ne fait que s'envoler depuis une dizaine d'années. Hein. Je prends H&M par exemple sur la rue Saint-Jean. Aujourd'hui, il doit acheter son coton 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Les joailliers, l'or coûte aujourd'hui 3 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Le cacao, c'est 40%. Si vous êtes un franchisé Jeff de Bruges, eh bien, le produit que vous achetez, en ce moment, c'est renchéri. Vous pouvez prendre quasiment toutes les matières, le pétrole aussi pour les jouets, par exemple. Je prends Oxybul, là encore, sur la rue Saint-Jean. Le pétrole a vu ses prix multipliés par 2. Donc, le coût des matières premières pèse aujourd'hui sur les coûts d'achat des commerces. Si on descend dans le compte d'exploitation, les coûts locatifs, eux, se sont emballés aussi. Je
pense qu'il y a de nombreux commerçants dans la salle. Depuis 2000, vos loyers ont pris à peu près 40%, ont augmenté de 40%. Je ne pense pas que vos chiffres d'affaires aient progressé dans le même rapport. Et puis enfin, il y a ce consommateur qui aujourd'hui tousse, dont le pouvoir d'achat est en train de fléchir. Hein. Dans les années 60, 70, 80, on était sur des évolutions de 3-4% par an. Maintenant, on est plutôt à 0,5%. Et puis le Crédoc prédit des chiffres plutôt négatifs pendant les 3-4 ans qui vont venir. Hein. Ouais. Donc vous voyez, ça se grippe de partout. Et alors nos réseaux, comment réagissent-ils aujourd'hui? De cette façon-là. Quand un magasin commence à être un petit peu en difficulté, c'est le paradoxe, eh bien, ils vont en ouvrir d'autres. Pourquoi? Parce qu'en étendant le réseau de distribution, nos distributeurs vont pouvoir renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et donc être moins cher. Et ce qui est perdu par le magasin est rattrapé en amont dans la filière par les économies d'échelle, encore une fois. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu une course en avant, en quelque sorte? Parce que la consommation, on sait qu'elle est stagnante. Donc, on a toujours une poursuite, un rythme des points de vente, mais par contre, une croissance, on le voit à travers, évidemment, ce chiffre. Alors, la dépense de consommation qui, elle, stagne. C'est la conclusion principale de cette thèse, mais dont on discutera, je pense. Bien sûr. C'est que pour le discount arrive un peu à maturité, et pour se défendre de ce risque, nos enseignes sont lancées dans une course en avant, et elles s'illustrent parfaitement avec ce graphique. Vous avez là la courbe d'évolution de la consommation depuis 2000, c'est la courbe verte en bas, et puis dans le même temps l'évolution des surfaces commerciales en France, et vous voyez qu'on est sur un découplage croissant. La conso, c'est au mieux 2%, et les surfaces commerciales, c'est 3-4% chaque année. Donc découplage croissant, évidemment, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Alors, quel avenir pour le commerce? Oui. Et je vais en finir là. Je pense qu'il y a deux principaux défis pour notre commerce et qui probablement nourriront cette nouvelle révolution du commerce. Et puis, je rejoins ici les propos de Jean-Marie Dutilleul sur la communication, la révolution de la communication, l'évolution de nos mobilités. Je crois que le commerce va devoir faire face effectivement à ces enjeux-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, on en parlera effectivement cet après-midi avec des évolutions massives, on peut penser. Et alors, premier enjeu, cette révolution des communications, cette révolution informationnelle, certains font le pendant avec la révolution industrielle. Nos modes de production changent, nos modes de consommation, parce que nos modes de vie changent, et la distribution au milieu, évidemment, doit s'adapter. Et alors, pour notre boutique, un enjeu fabuleux. Alors, d'abord, une boutique, c'est une innovation fabuleuse, puisque c'est une interface qui permet de gérer simultanément 3 types de flux. Des flux d'informations sur les produits, voilà ce que je vends, voilà ce que j'aimerais acheter. Des flux monétaires, évidemment, quand on paie. Et puis des flux de marchandises quand on transfère des droits de propriété. C'est l'interface qui permet de gérer simultanément ces 3 flux. Et la boutique le fait depuis qu'elle existe. Donc ça fait à peu près 8000 ans que notre outil est en monopole sur cette gestion de ces 3 flux. Avec la révolution informationnelle, et ça va au-delà d'Internet, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre boutique est en train de perdre ce monopole. Il y a maintenant toutes sortes d'interfaces qui permettent de gérer les flux d'informations, nos portables, Internet, etc. Les flux de paiement, on peut payer à distance. Et maintenant, les flux de marchandises, puisqu'on peut se faire livrer chez soi, au bureau, etc., etc. On a moins besoin de la boutique pour gérer nos transactions commerciales. Alors, l'enjeu pour elle, c'est de garder quand même un peu sa place. De rester le centre névralgique, bien évidemment. Et je pense qu'elle va se redéployer, c'est ce qu'on va voir avec le... Alors oui, donc un monopole historique qui arrive à sa fin, et vous voyez les autres types d'interfaces qui prennent maintenant, qui la concurrence. Oui, bien sûr. Et sur l'autre slide, l'enjeu pour la boutique, c'est de se redéployer en amont et en aval de l'acte d'achat, ce que j'appelle le processus de consommation. En amont, c'est nous aider à rêver, nous aider à transformer nos désirs en besoins de consommation. Regardez tout ce qui se dit sur les showrooms. Ils travaillent exactement sur la motivation. C'est le flagship de Citroën sur les Champs-Élysées qui ne vend aucune voiture, mais du rêve, de la marque. Alors, il y aura des boutiques qui joueront ce rôle de travail de la motivation du consommateur. Et puis en aval, ça, aujourd'hui, on y pense un peu moins pour le moment, mais je pense qu'il y a un enjeu de redéploiement conséquent pour les boutiques, c'est
L'assistance à maîtrise d'usage des produits, pensez à tous les produits de nouvelles technologies. On n'a pas forcément été formé à l'école pour utiliser un portable, etc. Ni pour utiliser des voitures qui sont de plus en plus sophistiquées, des produits électroménagers, même des textiles à réparer, etc. Les boutiques peuvent peut-être investir ce champ-là, vont investir ce champ-là vraisemblablement à l'avenir, et jusqu'à la disparition du bien, sa Voilà, c'est ce consommation. que j'allais vous dire, quoi. Et vous, vous allez jusqu'au recyclage, effectivement. Ah, ça me fait penser un peu à l'expérience Nespresso, par exemple. Hein, vous savez que maintenant, voilà, est-ce qu'on est dedans? Alors, ils avaient compris, vous vous souvenez, qu'ils étaient un peu attaqués parce que leur petite capsule en aluminium n'était pas vraiment recyclable. Enfin, les gens les jetaient à la poubelle et donc ils commençaient à sentir qu'il y avait danger. Et ils ont monté tout ce système. Ils vous donnent un sac, vous les ramenez, vous faites un geste. En plus, ça vous valorise, eux, ça les valorise. Et en plus, ils s'occupent du recyclage en quelque sorte. On est dedans là. Hein. C'est l'exemple emblématique. Ouais. Regardez leurs magasins, ce sont des flagships, ce sont des bijouteries qui vendent un produit banal du café. On est dans la motivation. Il y a toute la chaîne, quoi. Vous pouvez acheter depuis chez vous, faire livrer chez vous au bureau, etc. On est dans la gestion de la transaction enrichie, si j'ose dire. Assistance à maîtrise d'usage, quand vous, à partir d'un certain nombre de capsules achetées, on vous propose des filtres gratuits. Donc pour entretenir votre machine. Et effectivement, vous pouvez ramener vos capsules. Donc là, on a une entreprise qui est sur tout le process de consommation. Et la boutique n'est qu'un maillon de cet accompagnement à la consommation. Et il faut avoir en tête des dizaines de milliers de capsules, évidemment, qui sont aujourd'hui ramenées sur un rythme non négligeable. Alors, Pascal, et dernier défi, c'est celui de la démographie. Vous avez vu, c'est dans les années 30 que le nombre de boutiques a commencé à baisser. Pourquoi ? Non pas parce que les premiers hyper étaient en train d'ouvrir. Hein. On se trompe en pensant que c'est la grande distribution qui a mis à plat le commerce indépendant. C'est l'exode rural, tout simplement les modifications de peuplement de la France qui ont fait que les Français se sont concentrés un peu plus autour des villes. Et puis la grande distribution a réagi plus tôt, elle a pris les places tout de suite. Et malheureusement, le commerce indépendant isolé a affaibli. Moi, je pense qu'on se prépare à une nouvelle révolution démographique. Il y a deux phénomènes. D'abord, il y a le vieillissement aussi. Alors, on va y venir, mais le premier point, c'est celui de l'étalement urbain. Et c'est un paradoxe, hein. On est de plus en plus urbain, mais on vit de plus en plus éloigné des villes. Quand bien même les urbanistes, les architectes prônent je suis moi-même urbaniste, donc nous prônons notre métier prône la densité urbaine. Dans les faits, nous habitons toujours plus loin, nous construisons des pavillons, des logements qui sont toujours plus loin des cœurs de ville. Les rues urbains, etc. Et comme notre commerce, lui, est très polarisé, très concentré dans les villes, et sinon à leur entrée immédiate, eh bien nous sommes toujours plus, en moyenne, nous vivons toujours plus loin des grands pôles commerciaux. Donc il y a un enjeu d'accès. Prenez une région comme le Languedoc, d'ici 2030, ils vont connaître un afflux de population de ménages de plus de 30%. Donc c'est au moins autant de logements à construire dans les 15-20 ans à venir. Ces gens-là seront éloignés des grands pôles et il faudra satisfaire leurs besoins de consommation. Et le dernier point, c'est celui du vieillissement de la population. C'est ma dernière diapo. En 2030, plus toute de la France, hein, quasiment. 60% des Français auront un tiers des Français auront plus de 60 ans. Ça suffit bien déjà. Un tiers. Et on sait que les personnes plus âgées se déplacent moins, notamment pour leurs dépenses de consommation. Donc là encore, on sera sur un enjeu d'accès. Ouais. Donc on le voit, hein, notre modèle du discount aujourd'hui, il part un peu dans une fuite en avant et malheureusement, il se détourne de ces enjeux-là. L'investissement qui est déployé pour étendre les réseaux, échappe à ces enjeux-là. Avec une petite remarque, c'est qu'en 2030, ces mêmes personnes qui seront âgées, effectivement, connaîtront les nouvelles technologies et contrairement à aujourd'hui, en gros, hein, et sauront s'en servir. Et là, on est effectivement dans une révolution importante. Ce sera massivement aussi utilisé. On peut le penser par les seniors qui auront moins de possibilités de se déplacer. Deux petites questions avant que nous ne retrouvions Jean-Michel Silberstein. D'abord, et je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, il y a une grande chaîne allemande, on ne va pas la citer, de hard discount, qui envisage en France d'abandonner le hard discount pour revenir à un modèle peut-être moins agressif. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous y voyez? Là aussi, c'était l'échec d'une course à l'avant en quelque sorte et qui sont tellement comprimés sur les marges qu'ils peuvent plus aller plus loin malgré la demande de la population. Alors on dit aujourd'hui que le hard discount est en difficulté, que ses parts de marché ne progressent plus. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que nos distributeurs alimentaires nationaux, les Auchan, etc., ont complètement intégré cette offre dans leurs hypermarchés et les difficultés de ces enseignes allemandes ne sont pas liées
à la baisse de consommation, à un phénomène de comportement de consommation, mais tout simplement à la concurrence des hyper qui a repris qui va aussi ce sur le marché. chemin du hard discount, tout en ayant un modèle moins agressif, ce que je disais, peut-être moins froid, moins sec que sur hard discount. Et alors, deuxième question, les centres commerciaux, cette nouvelle génération de centres commerciaux, comment vous allez pouvoir après confronter vos vues avec Jean-Michel, comment les voyez-vous évoluer? On les dit toujours plus sophistiqués, on va en reparler, toujours plus dans la ville, hein, en quelque sorte, hein, les erreurs du passé ont été comprises, etc. Alors, quel modèle pour les centres commerciaux en centre-ville? Quel avenir vous leur voyez, vous? Alors qu'on sait que la consommation va moins vite que les investissements. Alors, ça rejoint un enjeu plus général d'intégration du commerce dans la ville, mais pas seulement dans la ville. C'est dans les. Alors, on l'a vu dans la ville, dans l'espace public, mais aussi dans les modes de vie. Hein, c'est la mobilité, ce sont les parcours de consommation. C'est la question de l'intégration des nouvelles technologies et derrière des canaux de distribution, pouvoir satisfaire les consommateurs à travers différents canaux. La boutique se pose cette question-là aujourd'hui. Les centres commerciaux seront confrontés également à ces problématiques. Ce que je pressens, c'est que les sites urbains sont plutôt bien placés par rapport à ces enjeux d'intégration urbaine, environnementale, sociétale, on va dire. Je fais mon monsieur Vision. Les centres commerciaux de proximité que l'on va voir notamment en deuxième, troisième couronne sur des formats réduits sont plutôt bien placés aussi. En revanche, la maille intermédiaire, les gros hypermarchés avec 40 boutiques risquent d'être demain les dinosaures de cette ère discount que l'on a connue jusqu'à présent. Merci à vous Pascal. Je vous propose que nous l'applaudissions parce qu'il a bien résumé les grandes tendances.